C'est véritablement une révolution dans le milieu arabe, parce que effectivement, de plus en plus d'Arabes veulent s'intégrer et donc participer à la vie politique et donc voter pour pouvoir influencer au maximum les décisions politiques à venir. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Jacques Bendelack. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Nous vous avons sollicité pour parler du secteur arabe israélien. On commence à en parler beaucoup. Il y a de multiples informations et apparemment de multiples changements on va dire, dans la campagne électorale et même dans le vote des Arabes israéliens pour la prochaine Knesset. La campagne s'avère d'ores et déjà très, très intéressante. Je voudrais avec vous d'abord que l'on commence par, on va dire, celui qui sort du rang, on va dire, parmi les notables et les élus arabes israéliens. Il s'agit de Mansour Abbas et du parti Ra'am, qui ont déjà participé à une coalition gouvernementale sous Bennett Lapid. Et la question que je vous pose, elle est claire. Mansour Abbas a fait des déclarations et on a le sentiment que Mansour Abbas, il parle différemment lorsqu'il s'adresse à des Israéliens ou lorsqu'il s'adresse, on va dire, aux Arabes. On va dire lorsqu'il parle aux Juifs ou lorsqu'il parle aux Arabes. Est-ce que c'est vrai, Jacques ? Écoutez, une campagne électorale reste une campagne, donc on s'adresse forcément à différents publics. Mais vous avez raison, Mansour Abbas, il ne sort pas du rang, hein. C'est un véritable, j'allais dire, révolutionnaire dans les relations juives et arabes depuis quelques années, hein. Il a participé quand même pour la première fois à un gouvernement israélien en 2021, en tout cas il a soutenu de loin. Il a déclaré plusieurs fois qu'il reconnaît Israël comme un État juif et qu'il le restera. Ça veut dire qu'il n'a pas d'ambition de changer la situation. Il s'est coupé de la Choura, c'est-à-dire du Conseil islamique, hein, et donc il est très indépendant politiquement. Et il va même peut-être recruter un juif sur sa liste, hein, ouais. Segalovitch. Hein. Donc véritablement, c'est une mini-révolution que ce Mansour Abbas est en train de préparer dans les relations juives et arabes, et quelque chose qui va certainement avoir des retombées à la fois sur la participation et sur le prochain gouvernement, semble-t-il. Alors justement, à ce propos, concernant la reconnaissance d'un État juif, de l'État d'Israël comme État juif, lui, il dit, Mansour Abbas, lorsqu'il parle en arabe, il dit que il a été bel et bien obligé de reconnaître l'État d'Israël comme un État juif pour ne pas être invalidé par la commission électorale. Ça veut dire qu'en fait, il y a un double langage chez Mansour Abbas. Pas forcément. Ça veut dire que comme arabe, il a une culture palestinienne et au fond de lui-même, il regrette que l'État d'Israël ait été créé en 1948. Mais aujourd'hui, il le reconnaît comme un fait qu'il ne veut pas changer. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il prête serment à la Knesset pour pouvoir participer à la vie politique. Mais vous savez, les Haredim font exactement pareil. Hein. Ils sont anti-sionistes déclarés, ils le disent à la télévision, mais ils participent à la vie politique pour avoir des budgets et des lois. Hein. Donc, on ne peut pas demander à un arabe d'être sioniste si on ne le demande pas forcément à un juif. Et je le dis avec regret, bien sûr. Hein. Alors, vous savez, en 2026, il y a beaucoup d'Arabes qui s'affirment israéliens et même sionistes. Hein. Ça, c'est une révolution. Hein, et qui veulent participer vraiment à la vie politique pour s'intégrer dans le pays. Oui, alors je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit vous avez publié l'année dernière un ouvrage justement sur le juif et arabe israélien après le 7 octobre, la relation complexe entre les juifs et les arabes israéliens après le 7 octobre. Justement, avant d'élargir en dehors de Mansour Abbas, il y a un paradoxe qu'on a souvent du mal à comprendre. Mansour Abbas, c'est, on va dire, la branche modérée du parti islamiste israélien, mais ça veut dire la branche modérée, mais malgré tout, ça en fait un disciple, on va dire, de l'idéologie des frères musulmans. Comment expliquer que ce soit lui qui donne l'impression d'être le plus modéré que d'autres formations comme Hadash, Tal, Ahmed Tibi, Emman Oudeh, tout cela?
Alors d'abord, n'oublions pas, Mansour Abbas et le RAM se sont coupés du mouvement islamique, se sont coupés de la Choura, du Conseil islamique supérieur, et ils sont donc devenus un parti indépendant des règles islamiques. Hein. C'est important à dire et à redire. Hein. Même si au fond d'eux-mêmes, ils sont musulmans, bien sûr, mais ils ne sont pas liés à des organismes supérieurs, et donc ils sont indépendants de leur volonté. Ce qui est différent chez Mahmoud Abbas, chez Mansour Abbas, c'est qu'il a décidé de mettre la question palestinienne de côté pour se consacrer uniquement à l'amélioration des conditions de vie des Arabes en Israël. Chose que ne font pas les trois autres petits partis arabes qui se sont réunis sur une liste commune. Et donc, ce Raham, aujourd'hui, il ne se consacre que aux conditions de vie des Arabes, leur logement, la criminalité, toutes les questions quotidiennes. Et il a mis volontairement de côté la revendication d'un État palestinien que les autres partis arabes n'ont pas fait. Hein. C'est ça le grand changement, la mini-révolution de ce parti Raham qui, effectivement, veut que les Arabes s'intègrent davantage à la société israélienne en participant à la vie politique, en recevant des budgets, et pour qu'ils se sentent véritablement israéliens comme tous les autres citoyens israéliens de ce pays. Alors, ça, c'est pour le parti RAM. Effectivement, les trois autres partis ont fusionné pour former un bloc. C'est pas la première fois qu'il y a un bloc arabe unifié, mais qu'est-ce qui motive aujourd'hui ce bloc entre les partis Raham, les partis Ta'al, Hadash, le parti d'Ahmed Tibi, enfin, de tout le monde. C'est difficile un peu de citer des partis dont les noms ne diront pas grand-chose à nos auditeurs. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ce bloc, et est-ce que ce bloc-là est capable de remporter plus de mandats que, on va dire, les 10 ou 12 mandats que les Arabes israéliens ont récupérés au cours des dernières consultations électorales? Oui, exactement. Ce qui justifie ce rapprochement entre ces trois partis, c'est uniquement la volonté d'obtenir davantage de voix, parce que tous les sondages montrent qu'une liste unifiée reçoit davantage de mandats que des listes séparées. Et donc ces trois listes, qui auraient voulu d'ailleurs être quatre, parce que RAM a refusé de se joindre à eux, mais ces trois listes finalement ont comme seul objectif de rassembler le plus de voix possible. Et les derniers sondages, même d'hier, montrent qu'effectivement c'est une liste unique qui pourrait obtenir jusqu'à 10 mandats. Et si on rajoute les 5 mandats de RAM, 15 mandats contre 10 aujourd'hui pour les partis arabes, c'est une progression fulgurante. Hein. C'est véritablement une révolution dans le milieu arabe, parce que effectivement, de plus en plus d'Arabes veulent s'intégrer et donc participer à la vie politique, et donc voter pour pouvoir influencer au maximum les décisions politiques à venir. Alors, est-ce que le but de cette union et peut-être d'une participation accrue, on va dire, des Arabes israéliens aux prochaines élections, c'est de destituer Netanyahou, ou alors c'est de participer à un prochain gouvernement qui sera un gouvernement peut-être de centre-gauche? Alors, la liste unifiée des trois partis dont on a parlé ne revendique pas une participation à un gouvernement. Elle-même rejette toute revendication à un gouvernement, même s'il s'agit d'un gouvernement d'opposition à Netanyahou. En revanche, Raham, lui, dit et redit qu'il est prêt à participer à un gouvernement, y compris à un gouvernement de la droite avec Netanyahou, mais pas forcément. Mais c'est là la grande différence entre les trois partis unifiés qui ne participeront pas à un gouvernement et Raham qui est prêt à participer. Et c'est ça ce qui lui donne aussi sa force. Parce que selon les derniers sondages, il sera difficile à une coalition d'avoir une majorité à la Knesset sans la participation d'au moins une partie de ces mandats arabes. Et donc le poids, le rôle du vote des Arabes et le poids de ce parti RAM sera multiplié par rapport aux élections précédentes. Alors,
On en a parlé, on l'a dit, depuis le 7 octobre, les Arabes israéliens ont refusé de cautionner, on va dire, le Hamas. Peut-être même parfois en ayant des difficultés à condamner, le Hamas, ou en tout cas le considérer comme une organisation terroriste. C'est le cas de Mansour Abbas aussi. Hein. Mais le sentiment général, c'est que dans la population juive israélienne, il y aurait plus de difficultés à permettre à des partis arabes israéliens, quels qu'ils soient, que ce soit Raham ou le bloc arabe unifié, de participer d'une manière ou d'une autre à un gouvernement, parce que, eh bien, il y a eu entre-temps le 7 octobre. Est-ce que je présente les choses correctement ? Oui, absolument. Hein. C'est vrai que le 7 octobre s'est traduit par une plus grande solidarité entre juifs et arabes. Hein. Les arabes se sont montrés solidaires avec les Israéliens puisqu'ils en font partie, ils ont repoussé le Hamas, etc. La difficulté vient que, du point de vue des juifs, c'est difficile d'accepter que les arabes s'intègrent davantage à la société israélienne. C'est difficile d'accepter qu'un arabe se dise israélien avant de se dire palestinien. Et donc, il y a un sentiment de rejet, j'allais dire, de suspicion du juif vis-à-vis des Arabes. Et je vous donnerai juste un exemple, si vous voulez. Dans la vie politique, par exemple, il y a des Arabes qui se présentent sur des listes du Likoud, de Israël Beitenou, du centre, de la gauche, sur les listes générales, et on trouve ça normal. Mais quand un juif veut se présenter sur une liste arabe, on trouve ça étonnant. Ouais. Et donc, il manque encore quelque chose pour que cette coopération entre juifs et arabes s'améliore, pour que les uns acceptent les autres, hein. Que les arabes s'intègrent, mais que les juifs aussi les intègrent comme tout citoyen israélien dans le pays. Alors, je vais terminer notre conversation en vous demandant un pronostic. C'est toujours hasardeux de le faire, même surtout à un mois et demi des élections. Si au lendemain des élections, si le bloc arabe, on va dire il y a 15 députés arabes israéliens, et que ce sont eux qui permettent à un gouvernement de centre-gauche de parvenir à une majorité absolue de 61 députés, est-ce que vous pensez, par exemple, que le candidat de la gauche, Gadi Eisenkot, acceptera le soutien ou ira délibérément en direction des Arabes israéliens pour les faire rentrer dans une coalition, peut-être même pas obligatoirement dans un gouvernement ? Oui, je crois qu'effectivement, malgré toutes les déclarations actuelles de la campagne, pas d'Arabes, pas de Haridim, hein, je crois que la coalition prochaine ne pourra pas se passer d'une partie des mandats arabes, et notamment de Raham, comme ça s'est fait déjà en 2021, bien sûr sous certaines conditions, peut-être un soutien de l'extérieur et non pas une participation à l'intérieur, mais je pense que le poids grandissant des partis arabes et de Raham en particulier va faire que ce parti Raham va être ce qu'on dit le faiseur de roi, parce que sans lui, il ne pourra pas y avoir de coalition aux prochaines élections. Et à mon avis, laissez-moi vous dire, hein, je crois que c'est une bonne chose que les Arabes israéliens participent à la vie politique, participent à un gouvernement sur des questions civiles, civiques, économiques. Hein. C'est une bonne chose qu'il ne faut pas rejeter entièrement. Et je crois que ça devrait se faire effectivement dans ces prochaines élections. Eh bien, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Jacques Bendelack, économiste, essayiste et écrivain, puisque vous avez publié, comme je le disais, un ouvrage l'année dernière sur Juifs et Arabes israéliens après le 7 octobre. Là, votre spécialité, votre domaine d'expertise, c'est le secteur arabe israélien. C'est très intéressant d'en savoir un peu plus avec vous. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir éclairé donc sur le positionnement actuel du secteur arabe israélien en perspective des élections. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, peut-être certainement même d'ici le 27 octobre. Merci Jacques d'avoir été avec nous. Merci Daniel, merci.